pouvons passer à la communication suivante. Donc, Nicolas Meyer, Laurent Forel et Laurent Delaunay, donc, qui vont présenter l'évaluation du potentiel archéologique de l'entrée de la vallée de la Saunelle à partir des projets d'extension des gravières des occupations humaines au Paléolithique au Moyen-Âge. Alors, je suis Laurent Forel et Nicolas Meyer vous présentera l'occupation romaine et médiévale, et Laurent Delaunay vous présentera le Paléolithique. Alors, je vais vous parler du diagnostic archéologique qui a été réalisé dans la vallée de la Saunelle. Alors, c'est l'INRAP qui a réalisé les diagnostics archéologiques. Et pourquoi on réalise des sondages archéologiques? C'est une prescription du SRA qui a été émise à chaque fois qu'il y a un aménagement. À chaque fois qu'il y a un aménagement, on intervient pour vérifier s'il y a une occupation archéologique, quelle que soit la période. Et donc là, dans la vallée de la Saunelle, c'est lié à l'exploitation des carrières. Et donc il y a eu 3 phases de diagnostic. La première, ça devait être en 2010, la deuxième en 2013 et la troisième en 2014. Voilà, c'est assez. Donc là, c'est pour situer le diagnostic dans la vallée de la Saunelle, entre la Saunelle et la Meuse. La surface en rouge, c'est la phase 2 et la phase 3, et ça fait à peu près 25 hectares. Les 25 hectares sont occupés quasiment sur toute la surface. On peut passer. Alors la phase 1, c'est là où il y a le pointeau. C'est un diagnostic qui a été réalisé en 2007 ou 2008, qui n'a pas permis de découvrir de sites archéologiques. Et la phase 2, c'est celle-là, et la phase 3, c'est celle-là. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que, mis à part là où on n'a rien vu, et puis mis à part là, je crois que c'est un étang qui a dû être créé dans les années 60, enfin tout le secteur est occupé. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble un diagnostic archéologique? On peut passer à l'image suivante. Alors, on fait des tranchées régulièrement sur le terrain, et on s'aperçoit que, donc, à chaque fois que vous voyez des trous comme ça dans les terrains partout en France et en Lorraine, c'est des sondages archéologiques. Alors, on a l'impression que quand on fait des sondages avec une pelle, on ne va rien trouver, parce que c'est des gros outils, mais en réalité, ça permet de trouver beaucoup de choses. Alors, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsque le taux d'ouverture est environ de 10%, on peut détecter des sites qui font une surface de 100 ou 200 mètres carrés, un petit bâtiment ou une petite nécropole, on peut les trouver. Donc voilà, on répartit régulièrement, parce que c'est plus simple, les sondages sur la parcelle, et on détecte les structures archéologiques. On peut passer à la suivante. Alors voilà la répartition de toutes les tranchées sur la phase 2 et la phase 3. Je pense qu'on devait avoir 300 tranchées sur cette phase-là, et environ le même nombre sur la phase 3. Et donc on fait le plan, on passe à la suivante. Alors voilà c'est la même photo, voilà ce que ça représente, les travaux et la quantité de travail que ça représente, le déplacement de terre et le volume de terre que ça représente pour trouver un site archéologique. Et donc, on passe à la suivante. Les structures archéologiques, c'est pas impressionnant. Enfin, je veux dire, on a l'impression que quand on fait de l'archéologie, qu'on trouve des choses qui sont monumentales, mais en fait, ça c'est une structure archéologique, ça c'est un fossé. C'est-à-dire que lorsque l'on creuse dans la terre et que l'on perturbe le sol, même si en surface on ne voit plus rien, il restera toujours des traces de la perturbation dans le sol. Donc on fait une coupe dans le fossé, donc on a fait une coupe, et ce qu'on observe, c'est le creusement du fossé. Et ensuite, quand le fossé est abandonné, il se comble d'une terre différente, et c'est la différence de couleur ou de matériaux qui permet de détecter une structure. Mais donc, sur le diagnostic de Cousset, on a essentiellement trouvé des fossés et des poteaux. Et c'est pas plus impressionnant que ça, mais c'est la somme de toutes les informations qui finit par faire un site archéologique. Donc ça, c'était un type de structure, c'est le fossé. On peut passer à la suivante. Alors là, on a l'impression qu'il y a aussi une différence. Non, c'est pas qu'on a l'impression qu'il y a une différence entre cette partie-là et la partie-là. Et c'est probablement l'emplacement ancien du cours de la Saunelle. Alors comment on fait la différence entre une structure archéologique et puis un creusement naturel? En fait, à chaque fois qu'on a rencontré, alors ça se poursuit de part et d'autre et sur les tranchées suivantes, à chaque fois qu'on a rencontré cette structure-là, il y avait des coquilles d'huîtres dedans. Donc c'est probablement parce que c'est naturel qu'il y avait ces huîtres à l'intérieur, enfin ces coquilles d'huîtres. Et c'est probablement l'ancien cours de la Saunelle. On passe à la suivante. Et donc les structures archéologiques, là, quand on fouille du romain, on a des murs, quand on fouille des nécropoles, on a
enfin, une nécropole mérovingienne, on va avoir du super matériel. Mais là, bah, ça, c'est un poteau, par exemple. On fait une coupe de la structure, et le poteau, bah, on fait un trou dans la terre, on met un poteau en bois dedans, il finit par pourrir, et qu'est-ce qui reste dedans? Bah, quelques traces de charbon, et c'est aussi la différence de couleur qui permet de détecter le poteau. Alors, individuellement, ça ne représente rien. Mais quand on a 3, 4 structures comme ça qui sont alignées, naturellement, on ne peut pas avoir de structure. Enfin, la nature fait souvent bien les choses, mais elle n'aligne pas les structures, les faits archéologiques. C'est parce que c'est anthropique, parce que c'est l'homme qui a créé ça, que ces poteaux sont alignés et qui forment un bâtiment. Et là aussi, vous avez une tâche qui est différente. Alors, en coupe, c'est pas impressionnant. Alors, on ne peut pas interpréter toutes les structures qu'on trouve. Ça, on a un poteau parce qu'on sait qu'il s'aligne avec un autre et ça finit par construire un bâtiment. Mais par contre, il y a des dizaines de raisons de creuser dans la terre sans qu'on sache vraiment pourquoi ça a été fait. Mais en tout cas, c'est la preuve d'une intervention humaine. On passe à la suivante. Alors, là, je reprends un poteau qui a été trouvé. En plan, voilà ce que ça donne. En coupe, voilà ce que ça donne. Là, ce que ça donne sur une figure, et on localise sur toute la parcelle. Donc toutes les structures sont localisées dans les tranchées qui sont localisées sur la parcelle. Et on finit par faire des rapports de diagnostic qui donneront lieu qui seront lus et regardés par un archéologue, par le SRA, et qui donneront lieu à une prescription ou non selon la qualité, selon la quantité des informations qu'on trouve. En fait, en France, c'est l'INRAP qui fait les sondages archéologiques sous prescription du SRA, mais on décide de rien. On fait un rapport factuel de ce qu'on a trouvé, on dit toutes les structures qu'on a trouvées, et ensuite c'est l'État qui décide ou non de faire une prescription de fouille. On passe à la suivante. Les structures archéologiques, il faut les dater pour savoir de quand, faut dater les structures pour savoir de quelle période elles appartiennent. Parce qu'il y a un trou de poteau, on en a fait au néolithique, on en a fait à la protohistoire, et même à la période mérovingienne, on fait des poteaux. Donc un trou ressemble à un trou, un poteau ressemble à un poteau. En fait, c'est le matériel qui est contenu dans les structures qui permet de dater un site. Alors là, on a différents outils qu'on a trouvés sur le site de Sion. Alors ça, c'est un grattoir en fer, c'est emmanché. Là, on a un fragment de bracelet. Là, on a de la céramique. Et bon, là, c'est une image d'une amphore. On ne l'a pas trouvé à Sion. Celle-là, c'est pour montrer un exemple. Et on a du lithique. Et donc, en fait, c'est quand on associe les structures archéologiques au matériel qu'on peut dater et définir quel type de site qu'on a trouvé. Enfin, si on trouve une structure allongée avec des pierres dedans, c'est un mur. Si on trouve des structures qui font 2 mètres de longueur sur 50 cm de largeur avec un squelette dedans, c'est une tombe. Mais en fait, c'est ça qui permet de dater et d'identifier une structure. C'est les artefacts qu'on trouve à l'intérieur qui définissent la structure. Voilà. Et on peut passer à la suivante. Alors ça, c'est sur les 2 phases de diagnostic, là, les différentes périodes qu'on a trouvées. Alors quand on fait un diagnostic, qu'on intervient quelque part, on ne sait pas ce qu'on va trouver. On ne sait pas si ça va être de l'habitat, si ça va être du funéraire, on ne sait pas si ça va être du paléolithique, du mérovingien, du néolithique, quelle que soit la période. Et selon la période, les structures et le matériel qu'on trouve est différent. Donc il faut avoir une connaissance assez générale. Sans être un spécialiste, il faut à peu près connaître toutes les périodes et tous les types de structures qu'on peut trouver, parce qu'on peut rapidement rater un site parce qu'il ne correspond pas à ce qu'on suppose d'un site. Et donc sur le site de Sion, donc là c'est la première phase qui avait été sondée en 2010, rien n'avait été trouvé. La deuxième phase, on a trouvé, donc il y avait des fossés et des poteaux probablement de la protohistoire. On avait trouvé ici une forge du Bas Empire avec des matériaux récupérés de blocs d'architecture du premier rang du Haut Empire. Donc là, on a un site de l'âge du fer, et il y a probablement du mérovingien et de la période moderne qui était aussi implanté sur le site et qui se poursuit à l'extérieur. L'impression qu'on a quand on a fait ce diagnostic archéologique, c'est que le fond de vallée doit être occupé à toutes les périodes et densément sur toute la entre Coussé et puis je ne sais pas c'est quoi qui est le plus à l'est, mais ça doit être densément occupé sur toute la surface. Alors,
Mes collègues Laurent Delaunay va prendre la suite du texte pour vous parler du paléolithique qui a été découvert à Cousset. Ça marche? Ouais. Donc on peut passer à ça. Voilà. Donc là, c'est le site paléolithique moyen donc, qui a été mis au jour sur le site de Cousset. Et du coup, nous, la différence pour la période paléolithique, c'est que, comme il vient de vous expliquer, nous, il n'y a pas de structure en creux. Donc ça veut dire que les occupations, il faut qu'on arrive à les détecter juste avec des indices de lithique, de faune ou de foyer, et principalement avec la stratigraphie. Donc du coup, comme pour les diags normaux, on fait des sondages en quinconce, pareil, sauf que nous, on a orienté les sondages qui sont en noir, on les a orientés différemment pour pouvoir avoir une lecture complète de la stratigraphie. Donc du coup, suivante. Voilà, donc une fois qu'on avait mis au jour les premiers indices lithiques qu'on a recueillis, on a implanté un carré test dans un sondage et on a fait des zones de redécapage très fins pour pouvoir voir toute la séquence stratigraphique et jusqu'où elle se poursuivait. Et le dernier niveau, là, qu'on voit en plan ici, on sait qu'on est vraiment au fond de ce qu'on peut avoir, parce que dans ces niveaux-là, on a trouvé de la faune antéquaternaire, hein, donc qui serait l'ancêtre du renne, mais enfin, c'est de la paléontologie, quoi. Donc du coup, on n'a pas été plus loin que ça, nous. Suivant. Donc du coup, on a été aussi confronté à des phénomènes d'érosion, et bon, ça, dans l'excitation du début, on a trouvé les premières pièces qui sont sorties, elles étaient dans ce sondage-là, et du coup, on a un gros phénomène d'érosion qu'on a pu voir après l'étude, et puis il était visible dans le paysage, mais on n'a pas fait attention à l'instant T. Donc du coup, on a implanté un carré test qui n'est pas vraiment représentatif de ce qui est vraiment la séquence stratigraphique. Donc du coup, suivant. Voilà, donc là, ici, on voit, c'est le sondage que je vous ai montré qui était implanté. Et du coup, nous, on a fouillé le carré test qui est juste derrière, là. Et du coup, ici, on voit juste le niveau qui est plus foncé, ici, qui correspond à un paléosol, et qu'on va retrouver plus loin sur les autres sondages. Suivant. Donc voilà, là on le sort en plan, ça donne ça fait comme un type de sol avec des peaux de girafe. Donc ça correspond à ce que vous expliquait la personne avant, là, les niveaux éhémiens et vexéliens. Et donc là, visiblement, nous, le niveau là, il semblerait qu'il soit du vexélien final, donc qui serait daté entre moins 27 000 et moins 50 000. Et l'industrie lithique, elle sort en dessous ce niveau-là, ce qui la date plus ancienne. Donc là, en coupe, ça nous donne ces niveaux-là. Donc on voit ici, ça c'est le niveau qui serait daté donc, du vexélien final. Et au-dessus, on a encore un petit niveau gris ici qui correspond au sol protohistorique, donc de l'âge du fer. Et donc ici, on a quasiment 1 mètre entre les deux paléosols. Et donc, sur d'autres sondages, il n'y avait plus que 50 cm de différence entre les deux. Donc ça veut dire que quand on fait les sondages, il faut quand même bien suivre et bien faire attention à ce qu'on fait pour ne pas passer au travers des niveaux, quoi. Voilà, donc là, voilà, ici, il fait plus que 50 cm, alors que sur la photo d'avant, il y avait 1 mètre de différence entre les deux niveaux, là. Suivant. Donc du coup, nous, l'objectif en diagnostic, c'est de repérer tous les types d'occupation et délimiter donc toute la zone enfoncée. Ici, c'est ce qui correspond à la zone des sondages où le paléosol est présent. Et ici, toute la zone qui est un peu plus grisée là,
c'est la zone où on a récupéré du mobilier qui date du Paléolithique, sans la stratigraphie qui correspond après. Et ces niveaux-là, on sait qu'on est sur la plaine alluviale de la Meuse, là, et jusqu'à la fouille de Frébécourt, en 2008, ils ont fouillé un site proto-historique, de l'âge du fer aussi, et ils ont sorti des taches brunes qui correspondent au niveau qu'on avait ici, et ils ont récupéré pas mal de mobilier qui correspond à la période paléolithique aussi. Et justement, pour la personne qui présentait avant, c'est que le paradoxe par rapport à ce qu'elle avait, c'est que nous, on a pas mal d'industries laminaires. Donc du coup, ça pourra peut-être plus l'intéresser de voir ça après, quoi. Et donc ça c'est une pointe, donc le Valois, qui est caractéristique du Paléolithique moyen. Et donc, dans ce diagnostic, on travaille par rapport à la surface, donc en plan l'espace, le spatial, et sur la stratigraphie, on a plusieurs niveaux d'apparition des pièces. Donc, on a un niveau avec des pièces très bien conservées, entre 1 mètre et 1 mètre 30. Et donc là, le mobilier, il est vraiment très frais, donc il a été taillé puis enseveli quasiment peu de temps après, quoi. Il n'a pas été altéré ni par la patine ou quoi que ce soit. Ensuite, on a un autre niveau entre 1,80 et 2 mètres. Et donc c'est pareil, là les pièces, c'est des belles pièces archéologiques aussi, et ce qu'elles ont, c'est qu'elles, par contre, elles sont altérées par une patine. Et on a un autre niveau encore plus bas, après 2,50 m, où là, pour le coup, les pièces sont vraiment très abîmées par l'érosion. Alors, dans le contexte du diagnostic, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est qu'en fait, il y a eu les niveaux, ils ont été préservés par solifluxion. Ça veut dire que c'est un gros... Au dernier interglaciaire, visiblement, il y a eu un gros pan de la colline qui s'est effondré. Et du coup, ça a permis de préserver les niveaux archéologiques qu'on a découverts. Et du coup, toutes les agricultures et les occupations qui sont venues postérieurement, elles n'ont pas abîmé le site, quoi. Donc là, après, je vais juste vous faire détailler. Enfin, je crois qu'il y a plusieurs... Qu'est-ce que ça... Ouais, voilà. Donc là, c'est un peu les types de lithiques qui sont sortis sur le chantier. Donc il y a plusieurs pièces comme ça. Donc ça, vous voyez, c'est des pièces qui sont caractéristiques du Paléolithique moyen. Donc là, c'est le niveau avec un état de fraîcheur qui est vraiment bien conservé. Donc encore une pointe le Valois ici. Voilà. Donc là, après, bon, c'est pour vous montrer l'échantillon de pièces qu'on a recueillies. Donc voilà, il faut passer. Donc là, vous voyez les pièces qui sont altérées par la patine. Donc on voit ce que vous expliquez, il y avait des retouches sur les bords, là. Et aussi, donc ça, c'est du mobilier qui vient de la carrière qui est en exploitation, ce qui vous a montré la parcelle où ils n'avaient rien trouvé en 2007. En fait, les gens qui travaillent dans la carrière, régulièrement, ils récupèrent des pièces comme ça. Donc, ce qui veut dire que le site, il continuait probablement dans la carrière qui a été exploitée et qui n'avait pas été vue pendant la période de diagnostic. Donc du coup, ça vient aussi du manque de formation des archéologues à chercher ce type de contexte archéologique, quoi. On n'est pas assez nombreux pour ces périodes-là. Et comme en Lorraine, c'est des séquences qui sont assez inédites, c'est compliqué après pour trouver des éléments de comparaison et puis de former des gens sur ces périodes où il n'y a pas beaucoup de sites qui sortent. Donc après, il y a encore 2-3 pièces qui sont sorties comme ça, toujours dans la carrière. Et puis voilà, donc ça c'est du matériel que Serge, pareil, avait
avait recueilli ou qui connaissait des gens qui avaient ça. Donc maintenant, c'est Nicolas Meyer, il va reprendre la suite pour la présentation de la fin. Oui, donc la question a été posée pour une occupation néolithique. Donc malheureusement, c'est une période que je n'ai pas mise sur le diaporama. Oui, vous avez mis la suivante. Donc on a découvert un diagnostic au bord de la Sonnelle, notamment un probable atelier de taille de l'époque néolithique. Donc on se trouverait entre moins 5000 et moins 3000 pour ceux qui ne situent pas bien cette période. Donc c'est les premiers agriculteurs. Donc malheureusement, je ne l'ai pas documenté sur le PowerPoint pour des raisons de timing. Donc ensuite, au niveau de l'occupation repérée au moment du diagnostic, on a quand même un gros trou jusqu'à la période gauloise. Donc je dirais entre moins 3000 et puis quasiment moins 150 avant Jésus-Christ. On n'a pas repéré de... Un peu plus haut, oui. Sous le menton, oui. Ouais. Donc on a quand même des périodes qui ne sont pas représentées ou pas repérées en diagnostic, notamment l'âge du bronze et le premier âge du fer, sachant qu'ils construisent également sur poteaux de bois leur maison à ces périodes, ils creusent également des fossés, des fosses. On n'a pas testé toutes les structures archéologiques qu'on a trouvées. Laurent Forel vous a montré le nombre de structures qu'on a sorties sur les 600 trous, sachant qu'on était à peu près chaque fois un mois sur le terrain à 3-4 personnes, donc c'est des choix scientifiques. Donc l'occupation suivante, bien repérée sur le secteur, c'est un groupe d'enclos fossoyés de l'époque gauloise. Donc entre les deux diagnostics, Gilbert Salvini a fait un survol, ce qui nous a permis de compléter un peu nos données. Donc il faut juste que j'arrive à récupérer la souris. Donc voici la zone diagnostiquée en 2013. On devine encore un peu les emplacements des sondages comblés. Donc ça, c'est la zone qu'on a sondée en 2014. Et en printemps 2014, Gilbert Salvini... au début de l'été, a fait un survol et a commencé à repérer des anomalies. Donc c'est également ici, donc la suivante. Donc ces anomalies correspondent à des fossés comblés. Donc je vous ai mis ici un fossé en coupe. Et donc si l'on regroupe toutes les données du diagnostic et de la fouille qui a suivi, l'entreprise Scalin a quand même choisi d'exploiter une petite partie du sondage de 2013 et de payer des fouilles archéologiques, donc c'est en jaune. Donc c'est la société privée EVA qui a fait une fouille. Donc on n'a pas pu récupérer les données, il n'y a qu'un article qui est en ligne, mais ça permet de compléter un peu nos connaissances. Donc pour l'époque gauloise, donc vous voyez ici les fossés repérés par Gilbert Salvini en prospection aérienne. Donc ça s'est confirmé au moment du diagnostic. En noir, c'est les bouts de fossés qu'on a repérés. Et donc en jaune également, dans la zone jaune, des fossés qu'ils ont trouvés. Donc actuellement, bien sûr, on n'a ouvert que 10% d'à peu près des 30 hectares qui se trouvent ici. Et il y a à peu près une dizaine d'hectares qui ont été fouillés. Donc les plans sont forcément incomplets, mais ce qui permet déjà de restituer, c'est au moins 2 fermes gauloises. Donc des fermes qui sont des grands enclos d'à peu près. Donc ici, il y a de mémoire 40 mètres sur au moins 70, avec au moins 4 bâtiments repérés sur poteaux en bois pour l'époque gauloise. Donc la suivante. Donc également de cette période, il y a plusieurs fosses votives qui ont été découvertes. Donc bien sûr, comme toute structure archéologique, ça ne paye pas de mine quand c'est découvert. Ici, il faut me croire sur parole, il y a une tache. Vous devinez quand même un objet que je vous ai mis ici, qui est un couteau en fer, un couteau de boucherie en fer. Donc ici, c'est le plan de la structure. Donc il y a un peu de céramique. On n'a pas trouvé d'ossements associés au couteau. Donc c'est plutôt une fosse rituelle liée à des sacrifices. Autre fosse qu'on n'a pas fouillée, mais ici il y a un porcelet un porc qui a été enterré, vous devinez la mâchoire. Donc c'est typique souvent de structures cultuelles de l'époque gauloise. Donc la suivante. Donc voici un peu de mobilier qui vient des fosses et des structures de cette période. Donc je vous ai mis de la céramique. L'amphore dont vous avez vu le tesson tout à l'heure sur la photo de Laurent. Donc c'est une amphore typique de vin qui provient d'Italie, ce qu'on appelle. Donc c'est la forme Dressel 1B. Donc vous avez son dessin ici. Donc c'est des amphores qui sont exportés par l'Italie vers la Gaule dès les années 150 avant Jésus-Christ et tout quasiment jusqu'aux années 25, moins 25 avant Jésus-Christ. Donc c'est un bon élément de datation. C'est du matériel d'importation, donc ils font venir du vin d'Italie. Autre élément de datation, des potins dits au sanglier. Donc on en a 2. C'est à peu près la même période chronologique. On est
entre moins 150 et moins 25 avant Jésus-Christ. Donc, autre objet remarquable, une petite perle en pâte de verre de la même période, donc la suivante. Donc ensuite, la seconde opération, malheureusement le titre a été un peu coupé, donc c'est la présence d'un établissement gallo-romain sur le site. Donc là, c'est assez facile à repérer en archéologie, hein. Vous avez des murs enterrés, donc vous voyez, sous même pas 30 cm de terre, on commence à voir apparaître des maçonneries. Bien sûr, en diagnostic, il faut les nettoyer, c'est quand même un travail considérable. Donc plus quelques éléments déjà qui vous indiquent qu'on a la période romaine, quelques monnaies. Ici, une monnaie de Trajan, et puis un bloc d'architecture qui a été découvert, la suivante, s'il vous plaît. Donc voici ce qu'on peut restituer en plan. Donc on a vraiment une concentration des vestiges à peu près sur 2 hectares au croisement de la route du croisement qui va vers Sionne, ici vers Coussay. Donc c'est en vert. Donc bien sûr, comme on n'a ouvert que 10% dans cette zone, c'est très difficile de générer un plan où je pourrais vous montrer des plans de bâtiments. Mais il semble y avoir quand même quelque chose qui est assez grand avec au moins un mur de clôture. Donc vous voyez l'échelle, hein, on est quasiment sur 100 mètres de long, on a repéré un mur. On a un ensemble de bâtiments ici et un autre ensemble au niveau du croisement. Donc dans le reste de l'emprise, donc ici j'ai peu de données, on a beaucoup de fossés mais on n'a pas pu les dater. Par contre, la fouille de l'entreprise EVA a permis de dater plusieurs des fossés qu'on avait déjà repérés en diagnostic et qui permet de restituer une série d'enclos fossoyés de très grande taille. Hein. Vous voyez, on est à peu près sur 200 mètres sur 70 qui correspondent à des limites de champs, des limites agraires, probablement d'un parcellaire de la même période, donc 1er et 2e siècle. Donc de même pour ces périodes, bon indice de datation, c'est la présence des tuiles romaines, donc tegula, les tuiles plates, grande taille, hein, qui font plus de 30 cm, et des tuiles canal. Donc sachant dans le secteur, on a beaucoup de toitures en l'os de pierre également pour cette période. Donc la suivante. Donc quelques objets remarquables qu'on a découverts au diagnostic. Donc un amas de ferraille assez informe ici, donc c'est avant restauration, donc le voici après restauration. Donc ça fait à peu près 5 cm de haut le barillet ici. Donc ça correspond à un cadenas à barillet. Donc je vous ai mis un cadenas comparable qui a été trouvé à Orbourg en Alsace, avec sa clé même engagée. Donc il a été stabilisé et restauré. Donc on a quelques objets de la vie courante de cet établissement typique gallo-romain, une clé ici. Ici c'est une gouge pour travailler le bois. Donc la suivante. Donc ensuite, l'occupation semble se poursuivre. Donc, elle est plus difficile à caractériser. En tout cas, ce qui est certain, c'est que Gilbert Savigny avait repéré une anomalie ici, que vous voyez, donc, par ce petit trait blanc. Donc, on l'a retrouvé en diagnostic. Il s'agit d'une zone, on a pris de la gruine de bord de Moselle ou du plateau, et qu'on a étalé à peu près sur une largeur de 3 mètres de long, sur plusieurs centaines de mètres. Donc, c'est clairement un chemin, une voie de circulation, donc de 3 mètres de large. Donc le matériel associé est plutôt de l'Antiquité tardive, donc du 4e, 5e siècle, la suivante. Donc voilà ce que ça donne en plan, hein, sur l'emprise. Donc voici cette petite voie de 3 mètres de large. Donc elle arrive sur l'habitat du Haut-Empire qu'on avait déjà repéré. Dans la zone d'habitat, on a toute une série de structures qui semblent perturber les murs gallo-romains. On a du mobilier du 4-5e siècle également. Donc le long de ce chemin, on a également un endroit assez particulier, on va reparler tout à l'heure, où on a trouvé des blocs d'architecture en réemploi qui pourraient être une forge de l'Antiquité tardive. Donc de même, dans ce secteur, on a des traces d'occupation postérieure de l'époque mérovingienne ou carolingienne. Donc c'est assez classique sur des sites de villas ou d'établissements ruraux qu'il y a un établissement du haut Moyen-Âge qui s'installe. Donc la suivante. Alors pour le 4e, 5e siècle, la forge, voilà à quoi ça ressemble. Donc le sondage effectué par Laurent. Donc vous voyez ici qu'on a vraiment un gros creusement qui perturbe le terrain, qui s'est rempli ensuite de terre noire. Ici un bloc d'architecture gallo-romain. Donc un petit détail. Donc le bloc d'architecture, une base de colonne qui n'est plus en place. Alors ce bloc d'architecture, il fait plus de 2-3 mètres de long. Donc on n'est même pas arrivé à le sortir au moment du diagnostic. On a choisi de le laisser. Et donc je vous ai mis une image de Rome quand même. On est quand même dans le monde romain. Pour vous montrer à quoi ça appartient. La base de colonne ici, c'est cette partie d'une colonne. Et par contre, ce bloc-là, c'est juste là où j'ai quelque chose qui s'affiche. Je ne sais pas comment on le...
L'autre. Je ne sais pas si on peut noter cette chose. Donc le bloc que vous avez ici, donc ça correspond à l'entablement d'un monument à colonne. Donc c'est ces gros blocs que vous avez perchés là-haut. Donc quelque chose d'assez caractéristique de l'Antiquité tardive, c'est qu'on a démonté les monuments du Haut-Empire pour réutiliser les blocs pour en faire des supports de poteaux en bois. Donc on a quelques monnaies du IVe siècle, alors datation assez incertaine, ça pourrait être même plus récent, ça pourrait même être mérovingien. Ces monnaies en bronze continuent à circuler toute la période mérovingienne, c'est leur petite monnaie à ces périodes. Donc au moins IVe, peut-être éventuellement mérovingien également pour la forge. Donc la suivante. Donc pour l'habitat du Haut Moyen-Âge, alors les structures, on revient sur des structures, des constructions en bois ou semi-enterrées, sans mur en pierre. Donc c'est assez discret. Donc ici, vous devinez une anomalie, une tache. Donc c'est ce qu'on appelle en archéologie un fond de cabane semi-escabé. Donc je vous ai mis une illustration ici pour que vous voyez à peu près vue de l'intérieur. Donc on excave le sol sur à peu près 50 cm ou 1 mètre de profondeur. Donc c'est des cabanes qui font 3 à 4 mètres de long. Et la structure au-dessus est en bois. Donc bien sûr, quand tout pourrit, il ne nous reste que l'empreinte au sol. De même construction en bois, les poteaux de ces périodes sont assez faciles à repérer. Ils sont souvent calés avec des pierres ou des tuiles gallo-romaines en réemploi. Je vous ai mis une photo. Le mobilier, par contre, amassé est peu caractéristique parce qu'on connaît très mal la céramique des habitats de cette période dans ce secteur de la Lorraine. Donc la suivante. Et donc de même un des toponymes qui se termine... pardon, on peut revenir 2 en arrière. J'ai oublié le nom du toponyme. Encore une, si vous voulez. Encore. Oui, donc le toponyme à côté de l'habitat repéré, c'est Burnoncourt. Alors tous les toponymes en cours, c'est souvent lié à des établissements du Haut Moyen-Âge. Donc j'ai demandé à Jacques Guillaume si on avait des informations sur cet endroit, l'existence d'un possible habitat ou village. Donc il ne connaît pas de mention de ce toponyme dans les textes, mais c'est un indice supplémentaire pour dire qu'il y a un habitat du Haut Moyen-Âge dans ce secteur. Donc si on peut avancer. Et donc enfin, dernière occupation repérée, donc c'est la présence d'une voirie d'à peu près 5 mètres de large qu'on a failli manquer. C'est bien l'insistance de Gilbert Salvini, qui est passionné des voies romaines, qui nous a poussé à approfondir un sondage. Donc c'est quelque chose de très discret, c'est une couche de gravier de rivière de même pas 5 cm d'épaisseur posée sur le substrat naturel. Par contre, quand on nettoie finement, on devine les ornières des chariots, ici. Donc ça fait plus de 5 mètres de large, pardon. Et le mobilier qu'on a découvert dessus, c'est essentiellement des fers à chevaux, des clous de fer. Alors l'histoire du fer à cheval reste encore à écrire. En tout cas, c'est plutôt des formes qui sont de la fin du Moyen-Âge ou de l'époque moderne pour les fers. Donc le problème, c'est qu'on a peu de contexte de datation des fers. On les trouve essentiellement sur les routes. Et les routes sont utilisées à beaucoup de périodes. En tout cas, ce n'est pas des fers de l'époque carolingienne ou du Haut Moyen-Âge. Donc on est plutôt cette période. Donc la suivante. Donc, ce chemin tel qu'on peut le voir sur l'emprise. Donc nous, on l'a repéré que sur un tout petit bout, sur l'angle de notre diagnostic. Donc c'est assez frustrant pour ceux qui font le diagnostic, parce qu'on sait juste que ça passe comme ça, mais on ne sait pas où ça va. Et donc la fouille d'Antia, on a visiblement trouvé un chemin qui date de l'époque moderne ici. Donc ça pourrait être le même, qui passe tout droit. Alors ce chemin n'est pas connu sur les plans anciens. Donc j'ai mis la carte des Naudins en bas, où, si je retrouve ma souris... Donc, je vous ai remis l'emprise sur la carte des Naudins. Donc, sur la carte des Naudins, on a les 2 axes, donc la route de Sionne et puis la route vers Cousset, qui existent déjà. Donc, on n'a pas de chemin transversaux de 5 mètres de large. Donc, 5 mètres, malheureusement, la largeur n'aide pas non plus pour le dater. C'est des mesures que l'on trouve aussi pour les époques plus anciennes. Donc, la suivante. Donc vous voyez, un diagnostic archéologique de 20 hectares, ou de 25 hectares, livre beaucoup d'informations. Donc il permet vraiment de suivre toute l'histoire d'un terroir, depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et donc bien sûr, on remercie toute l'équipe de fouilles qu'on n'a pas citée ici, mais il y a une quinzaine de personnes quand même qui sont venues renforcer l'équipe.
et surtout Gilbert Salvini pour ses photos, et Serge Béguineau qui avait déjà les informations sur l'existence d'un site paléolithique sur la gravière de l'entreprise Scalin à côté, et qui est venu vraiment nous confirmer la datation d'une partie du matériel lithique au moment du diagnostic. Donc on vous remercie.